Cet après-midi à l'Astral, nous avons 3 leaders pour qui l'indépendance du Québec, c'est plus qu'un objectif. C'est pour eux un véritable engagement. Permettez-moi d'inviter M. Sol Zanetti, chef d'Option nationale, à venir vous dire quelques mots. M. Zanetti. Bonjour, je vous remercie énormément. C'est formidable d'être dans une pareille assemblée de militants gonflés à bloc. Ici, évidemment, je m'adresse à vous, mais en même temps, je pense qu'on doit s'adresser à tout le monde et leur expliquer à quoi ça sert de voter pour le Bloc. Les 78 députés qui seront élus au Québec le 19 octobre prochain seront en poste en 2018 lorsqu'une coalition indépendantiste tentera de se faire élire pour réaliser l'indépendance du Québec. Ces 78 députés, de quel bord voulez-vous qu'ils soient? De quel bord voulez-vous qu'ils soient et de quelle couleur voulez-vous que soient les dépliants que nos concitoyens recevront par la poste pour influencer leur choix? On sait déjà ce que vont dire les dépliants canadiens. Les dépliants canadiens vont essayer de nous faire peur. Ils vont essayer de nous dire qu'on est trop petit, qu'on est trop pauvre, que vouloir se gouverner soi-même, comme tous les peuples libres du monde, c'est petit, c'est un repli. Ils vont vouloir nous proposer une poignée de change pour notre liberté, encore. Et ils vont nous promettre des changements qui ne viendront jamais encore. Est-ce que c'est ces dépliants-là que vous voulez qu'ils soient distribués dans votre quartier? Bon. Les dépliants que je veux voir distribués dans mon quartier, et je pense que vous partagez ce souhait, sont ceux qui vont expliquer honnêtement tout ce qu'on a à gagner à prendre en main notre destin. Ce sont des dépliants qui expliquent qu'un Québec vert, c'est possible si on sort du pétro-État canadien. Ce sont des dépliants qui expliquent à nos concitoyens à quel point on est capable, à quel point nous serons des leaders mondiaux de la transition vers une économie durable du moment qu'on va s'en donner les moyens. En 2018, dans les prochaines élections québécoises, il y a 78 députés d'Ottawa qui vont se mêler du débat et choisir un camp. L'enjeu de l'élection canadienne de 2015, c'est de s'arranger dès maintenant pour que ces députés choisissent notre camp, le camp de la liberté. Les Catalans, dimanche dernier, nous ont donné une leçon de persévérance formidable. En 2006, ils avaient un appui de 15% à l'indépendance. 9 ans plus tard, ils viennent de faire élire un gouvernement majoritaire qui a le mandat de réaliser l'indépendance de la Catalogne. Nous, on est chanceux. On part à 42%. Et il nous reste 3 ans devant nous pour aller chercher un appui majoritaire. Et je suis persuadé qu'on va y arriver. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on soulève le débat, qu'on le nourrit et qu'on amène les arguments, on le gagne parce que nos arguments sont meilleurs. L'autre leçon qu'on peut tirer de ce qu'ont réussi les Catalans, c'est que la pluralité des visions de la gouvernance qui anime le mouvement indépendantiste est une force. Ce qui se passe en ce moment dans Rivière-du-Loup avec Louis Gagnon, Anacha Rousseau et l'exécutif du Parti québécois, c'est un exemple de ça et je suis persuadé qu'on va gagner des appuis en se montrant sous plusieurs visages et en travaillant tout de même ensemble.
Le message que je voudrais envoyer aujourd'hui à mes amis indépendantistes qui hésitent, c'est de leur dire que le 19 octobre, il faut voter en indépendantiste. Voter... Bon. Voter pour un parti du Bloc canadien, c'est choisir soi-même la couleur des chaînes du carcan canadien. Orange, rouge, bleu foncé, c'est sans intérêt. Dans les dernières années, on a beaucoup diabolisé Stephen Harper. Les critiques à son endroit étaient des plus justifiées, mais ça a occulté un enjeu encore plus fondamental, c'est qu'on mette n'importe qui à la tête d'un régime qui a des intérêts opposés aux nôtres, ça n'améliorera jamais notre avenir. C'est ça qu'il faut dire. Ayons la déférence de laisser les Canadiens choisir leur parti préféré. OK? Et lorsqu'un indépendantiste vote à Ottawa, il ne choisit pas un régime, il choisit des alliés pour sortir du régime. Le mouvement indépendantiste est en train de reprendre son élan au Québec. C'est le temps de repartir la machine et de voter pour nos alliés le 19 octobre prochain. Parce que montrer la porte à Stephen Harper, c'est bien. Mais montrer la porte au régime canadien, c'est encore mieux. Merci. Merci, M. Zanetti. Depuis mai dernier, il est devenu le leader du Parti québécois et chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Sa présence parmi nous aujourd'hui traduit son appui à Gilles Duceppe et au Bloc québécois. Sans plus tarder, j'invite M. Pierre-Carl Péladeau à prendre la parole. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à Martine et à Flavie pour cette belle intervention qui est la leur, qui est celle justement aussi illustrative de notre progressisme de toujours au Québec, les Québécois et les Québécoises. Merci de mettre en valeur justement la défense, la protection, l'égalité des chances, l'égalité des hommes et des femmes. C'est extrêmement important. J'aimerais saluer tous les candidats et les candidates du Bloc. J'en connais plusieurs. Il y en a un, évidemment, qui me fait un petit peu plus chaud au cœur parce que c'est celui qui se présente dans Saint-Jérôme. Réal Fortin. Merci, Réal. Dans Rivière-du-Nord, hein? Mais merci à tous et à toutes. Merci de votre courage. Merci de votre énergie, de votre détermination. Nous en avons encore plus de besoin dans les mois, les semaines et les années qui viennent. Merci, Sol. Merci, Gilles. Merci, Yolande. Merci, bloquiste. Merci, honeste.
Merci solidaire. Et je vais même dire merci caquiste, parce que je dis merci nationaliste, souverainiste et indépendantiste. Alors, nous avons eu une très belle soirée hier. Alors, je ne sais pas si ça vous a traversé un petit peu l'esprit, là. Mais évidemment, en haut de la performance de Gilles, et félicitons-le haut et fort. Félicitations, Gilles. Je commence à être pas mal jaloux, moi, Gilles. Je pensais que c'était moi, ton amour. Alors, écoutez, je sais pas si vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Imaginez-vous donc que hier, au débat, nous avons parlé du Québec. Et quelques jours auparavant, pour ceux et celles qui ont eu l'occasion de le regarder, le Monk Debate in Toronto. On n'a pas parlé un seul instant, un seul moment du Québec. Pourquoi? Parce que Gilles n'était pas là. Alors, ça démontre une chose. Nous avons la preuve tangible. Lorsque le Québec n'est pas représenté, nous ne parlons pas du Québec. Le Québec est devenu une quantité négligeable. Et je dirais même plus éventuellement, le Québec est un pays que nous ne voulons pas soulever parce que les fédéraux savent très bien que c'est contraire à leurs intérêts électoraux. Alors hier, nous en avons parlé du Québec. Et une fois de plus, la démonstration hors de tout doute, c'est que nous devons prendre notre place. Et prenons-la! Alors Gilles le sait fort bien. Tous et toutes qui soutiennent l'indépendance du Québec, les bloquistes et les autres, savez que nous serons derrière le Bloc parce qu'il est essentiel d'avoir une représentation forte et solide à Ottawa. Tout comme nous devons avoir une représentation partout sur la planète et jusqu'aux Nations Unies. Alors, comme indépendantistes, nous portons un beau et grand projet, celui de créer ensemble un pays. Et on le sait, nous l'avons vu dans les années antérieures, nous l'avons vu ailleurs. Le camp de la peur, le camp dirigé par Philippe Couillard. Mais il était un petit peu fourré là, quand le président de l'Islande, M. Grimson, a dit que l'indépendance en soi ne peut jamais être négative. Et Sol en a parlé. Il oublie de parler des Écossais et des Catalans en nous disant que l'indépendance, c'est désuet, c'est obsolète, c'est passé de mode. Ben, je
pense qu'il aurait dû écouter les élections dimanche dernier à partir de 15 heures. Il fallait faire une joke sur le câble. Parce que nous avions effectivement le bénéfice des écouter, ces élections, le résultat du scrutin sur la télévision publique espagnole, TVE. Et il aurait bien vu qu'en aucune façon, l'indépendance est un concept désuet. Au contraire, il est encore plus vivant que jamais. Alors j'invite le camp de la peur, les Mulcair, Trudeau et Harper, en compagnie de Philippe Couillard, de se rendre en Écosse et en Catalogne pour savoir et constater cette effervescence. Des jeunes et des moins jeunes, remplis d'espoir, fiers, confiants en l'avenir et unis autour de leur désir de liberté. En 1945, imaginez-vous, il y avait 50 pays à l'ONU. Eh bien, aujourd'hui, il y en a 193. Il faut demander au Bloc canadien, au camp de la peur, de se rendre en République tchèque ou encore en Slovaquie et d'échanger avec un Québécois que nous avons bien connu, Peter Stastny. Si il est d'avis qu'il veut revenir en arrière, si la Slovaquie, qui a fait d'elle un pays, qui a fait d'elle la capacité de pouvoir s'enrichir, souhaite redevenir une province à l'intérieur de la Tchécoslovaquie. Tous les pays qui se sont donné la liberté d'en faire un ne sont jamais revenus en arrière. Alors, qu'est-ce qui est dépassé, messieurs les fédéraux, messieurs les libéraux? C'est de demeurer une province. Ça, c'est dépassé. L'indépendance, en elle-même, est un facteur de croissance et de progrès social. C'est pas moi qui le dis. C'est une étude de Crédit Suisse. Bon, vous allez me dire, peut-être qu'ils font dans l'optimisation fiscale, pour ne pas dire davantage. Mais mettons qu'effectivement, ils ont des analystes là-dedans qui ont fait ces études et ces recherches et pour constater que ces pays qui sont donnés la volonté d'en devenir un se sont enrichis. Cette étude a aussi mesuré l'indice de développement humain qui font en sorte que nous songeons à l'indépendance. La Catalogne, la Flandre, la Wallonie et le Québec. Et devinez quelle nation, dans cette analyse, se positionne le mieux? Eh bien, c'est le Québec. Alors, répétons-le, ce qui est dépassé, c'est le provincialisme. Le provincialisme dont les origines sont le colonialisme. Bâtir un pays est tellement plus motivant que se résigner à vivre sous tutelle. Avoir nos aspirations freinées constamment et d'assister au démembrement de ce que nous avons mis tant d'années et tant d'efforts à construire. Soyons fiers de notre histoire. Soyons fiers de notre modèle québécois qui est attaqué de toutes parts par les fédéraux et les libéraux provinciaux. Ils sont près de 100 000 aujourd'hui dans les rues de Montréal à défiler et à dénoncer le régime de l'austérité. Est-ce que c'est le Québec qui est responsable de
L'austérité? Ben non, bien sûr que non. Nous continuons à envoyer nos 46, 47, 48 milliards à chaque année. Et vous savez ce que nous dit Philippe Couillard? Que l'austérité est la faute de notre cause et la faute de notre option. L'austérité est la faute du fédéralisme canadien. L'indépendance, c'est la liberté, c'est la fin de la peur et c'est la fin de l'asservissement à un pouvoir décisionnaire qui appartient à une autre nation que la nôtre, à un autre peuple que les Québécois et les Québécoises. Comme souverainistes, nous devons tous travailler à faire valoir les intérêts des Québécois à Ottawa. Il y a eu à une certaine époque 3 Québécois, un peu naïfs probablement, les 3 colombes, le French Power, monsieur. Ils ont cru qu'ils auraient un jour suffisamment de pouvoir et d'influence pour favoriser le Québec. Résultat des courses, une charte canadienne des droits, une politique multiculturaliste, un rapatriement unilatéral de la Constitution contre l'intérêt des Québécois et des Québécoises, et avec la charte, eh bien, une dépossession du peuple et du droit qui est le sien de décider de son avenir. Parce que la Charte canadienne des droits, c'est le gouvernement des juges. C'est le gouvernement de ceux et celles qui ne sont pas élus. Et nous l'avons vu avec la loi 101 et tant d'autres circonstances qui ont vu les tribunaux diminuer notre capacité de déterminer notre destinée. Et j'aimerais vous citer, évidemment, je pense à un exemple qui est hors de tout doute, encore une fois. La preuve incontournable que l'indépendance, ce n'est pas désuet. Regardez ce qui s'est passé en Écosse. J'ai eu le privilège d'y aller durant le référendum. Ça a parlé de la Catalogne, de ce bond phénoménal que les Catalans ont rencontré. Mais c'est la même chose également pour les Écossais. Les Écossais se sont rendus compte, après des décennies et des décennies, après avoir envoyé à Westminster que des députés travaillistes, ça vous dit quelque chose? Ça ressemble un petit peu à du jaune-orange ici. Alors, ils se sont rendus compte que depuis la fin de la guerre, en ayant envoyé des députés travaillistes à Westminster, ils ont perdu leur pari. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont décidé d'envoyer plus de 95% de leur députation dorénavant sous l'étiquette du Scottish National Party. Notre bloc québécois en Écosse. Et ils savent très bien qu'eux autres ne seront pas hésitants. Ils sauront toujours où voter. Ils vont voter uniquement pour les intérêts des Québécois et des Québécoises. Nous devons nous donner du levier dans une négociation. Nous ne pouvons avoir gain de cause si nous ne nous donnons pas du levier. Et la seule et unique façon de s'en donner, c'est de voter massivement le 19 octobre pour les candidats et les candidates du Bloc québécois.
Alors, imaginez-vous que déjà, à Québec, on n'a pas une très grande capacité de défendre nos intérêts. Bien au contraire, nous nous aplaventrissons. Parce que, et il le dit en chambre, c'est le prix à payer pour faire partie de la Fédération canadienne et d'avoir notre chèque de péréquation. Jamais nous aurons vu un premier ministre du Québec, issu du Parti libéral du Québec, n'avoir si peu d'ambition, n'avoir aucune audace et être aveuglé par ce fédéralisme qui nous appauvrit. Alors, nous le savons, il nous coûte très cher, le fédéralisme. Il nous coûte de payer 2 fois notre pont Champlain. Parce que c'est comme si, lorsqu'ils nous le construisent, ils pensent que c'est eux autres qui payent. Mais c'est pas eux autres qui payent, c'est notre argent que nous avons envoyé à Ottawa depuis des décennies et des décennies. Ce sont des centaines de milliards de dollars. Et ils nous envoient un pont Champlain et on serait obligé de payer pour. On l'a vu également pour les chantiers maritimes, imaginez-vous. Là, puis ils sont là, bien, on devrait s'agenouiller et leur dire « Ah, comme vous êtes beaux, gentils, puis fins avec nous, vous venez de nous donner 2 milliards de construction dans nos chantiers maritimes. Mais 2 milliards sur 100 milliards, est-ce que le Québec vaut 2 % de la Fédération canadienne? Pourtant, c'est 48 milliards qu'on envoie chaque année, bien plus que 2 %. Alors, non, c'est pas vrai. Les Québécois ne devraient pas, parce que c'est terminé cette époque-là, se contenter de pinottes. Alors, c'est 2700 emplois directs, nous laissons tomber. Et 6,3 milliards qui seraient notre juste part. Pensons également au marché agricole. J'ai eu l'occasion d'interpeller le premier ministre cette semaine à l'Assemblée nationale. Évidemment, on fait tout comme la même affaire. Il n'écoute pas à la question et il répond à côté. Alors, imaginez-vous là, que lorsqu'on a commencé à lui dire que la signature des traités, des ententes commerciales, des traités internationaux et de compétences exclusivement fédérales. Alors, il nous a dit, ben, la souveraineté, ça va empêcher que nos vaches produisent du lait. J'allais dire, can you believe this? Non, c'est vraiment incroyable. Alors, c'est parce que nous allons participer comme nation, comme peuple, à ce concert des pays que nous allons être en mesure de défendre nos intérêts. Aujourd'hui, nous n'avons même pas un strapontin à Atlanta. On a des ministres libéraux qui s'en vont faire du tourisme. Tout ce qu'ils seront capables de faire, c'est d'aller boire du Coca-Cola. Alors, on le constate, les Québécois ont besoin d'une voix forte pour défendre les intérêts économiques devant les partis fédéralistes, devant les fédéraux. À Québec, comme à Ottawa. Alors, la raison est simple. Qu'arrivera-t-il au Québec lorsque nous laissons des milliers d'emplois de qualité, des milliards de dollars sur la table fédérale? Ça s'appelle effectivement l'austérité. Le seul et unique responsable de ce régime, c'est le gouvernement fédéral et son vassal, le Parti libéral du Québec. Pendant qu'un parti fédéraliste à Québec étrangle les Québécois à Ottawa, d'autres fédéralistes assument de nouveaux surplus, sans oublier qu'ils piquent en caisse de l'assurance-emploi. À l'évidence, quelque chose ne fonctionne pas dans ce pays. Alors, cette volonté de donner une voix aux Québécois, nous devons la retrouver plus que jamais dans cette élection fédérale.
À l'instar des autres nations engagées vers l'indépendance, comme l'Écosse, les souverainistes doivent parler d'une seule voix, une voix forte, pour être entendus par le gouvernement fédéral. Aujourd'hui, je demande aux militants du Parti québécois et à tous les souverainistes de poser un geste pour le Québec. Le 19 octobre, votons pour la seule équipe engagée pour l'enrichissement du Québec. Votons pour la seule équipe qui va défendre le droit des Québécois de nommer ses juges dans ses propres tribunaux, de nommer nos commissaires dans une commission de radiodiffusion pour, disons, des quotas musicaux, alors qu'aujourd'hui, ce sont des commissaires issus du Canada dont certains sont unilingues anglophones. De nous donner le droit de déterminer si on en veut un ou on n'en veut pas de péage sur le pont Champlain. De nous donner nos propres quotas de pêche dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. De déterminer les redevances payables pour l'utilisation de notre fleuve et de sa voie maritime. De déterminer une véritable politique contre l'évasion fiscale, alors que cette semaine, les banques canadiennes, dont nous savons être assujetties à une compétence exclusivement fédérale, n'ont même pas le respect et l'estime de venir témoigner devant l'Assemblée légitimement élue que les Québécois et les Québécoises se sont donnés. C'est-tu de l'arrogance, ça? De nous donner le droit d'assujettir les compagnies ferroviaires à nos lois du Québec, à nos lois concernant la sécurité, à nos lois concernant notre territoire. De déterminer nos propres traités internationaux, alors qu'on est en train de s'en faire passer une vite pour notre modèle agricole. De déterminer notre politique de défense. En somme, d'être maître de nos politiques et de notre territoire et de donner aux Québécois et aux Québécoises le droit de décider comment, quand et combien vous passez dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, M. Pellado. Depuis plus de 60 jours, elle parcourt sans relâche le Québec, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Elle accompagne notre chef à la rencontre des citoyens. Comme lui, elle partage leurs doléances à propos du gouvernement Harper en encourageant son Gilles à redonner cet espoir aux Québécoises et aux Québécois et pour proposer des engagements qui répondent aux besoins et aux intérêts du Québec. Mesdames, Messieurs, Madame Yolande Brunel.
Écoutez, merci beaucoup. Merci, chers amis, et bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, hier soir, vous avez tous et toutes assisté à un débat où, sans contredit, le grand gagnant est... Alors, je vous invite donc à accueillir mon amour, Gilles Duceppe. Eh bien, bonjour, merci, mon amour. Quant à Justin Trudeau, qui débordait d'amour hier, je l'ai bien averti de faire pays à part. Ça nous a pris un peu de temps à arriver aujourd'hui. Il y avait une manifestation dont Pierre Carl a parlé, mais on m'a dit aussi qu'on aurait vu des familles ce matin avec des cordes d'escalade, des échelles, des bottes à crampons, des familles montréalaises qui essayaient de récupérer leurs autos. On aurait aussi vu M. Trudeau qui cherchait sa voiture dans un nid de poule. Ça, c'est du nid de poule, monsieur. C'est des gros nids de poule. Il y a d'ailleurs, paraît-il, eu une réunion d'urgence des compagnies d'assurance qui a été tenue ce matin. Ils ont décidé d'ajouter une clause au contrat d'assurance. En plus des Act of God, il y a maintenant des Act of nid de poule. Hein? Plus sérieusement, là. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui en ce lendemain de débat. Merci à Martine Desjardins, merci d'être avec nous aujourd'hui. Chers amis, j'ai dit en début de campagne que nous débutions notre route avec un vent de face. Et on ne s'est pas laissé décourager. On a continué à avancer. Et c'est dans ces moments comme ceux-là qu'on connaît nos vrais amis. Sol Zanetti et les militants d'Option nationale étaient là, à nos côtés, dès le début. Et je les remercie, J'ai pédalé le vent d'en face, mais dès le départ, Pierre-Carl Pellado était aussi à mes côtés. On a pédalé ensemble. Hein? Il était là, solide, inébranlable dans sa volonté de soutenir le Bloc québécois. Et c'est dans ces moments comme ceux-là qu'on mesure le caractère des gens. Avec Pierre-Carl, on sait une chose, il abandonne jamais, jamais. On a travaillé fort pour les bonnes raisons et de la bonne façon. On est allé à la rencontre des Québécois et des Québécoises aux quatre coins du territoire. On les a écoutés, on a échangé, on était fidèles à nos convictions. Et Louis Gagnon nous l'a encore rappelé un peu plus tôt. Nous avons affiché clairement nos couleurs. Nous les avons affichées partout. Qui prend pays, prend parti, mes amis. Après avoir écouté les Québécoises et les Québécois, nous avons lancé notre campagne officielle. Nous avons multiplié les propositions. Défendre nos pêcheurs, nos travailleurs de la forêt, aller chercher notre argent pour la santé, pour nos familles, électrifier nos transports, soutenir nos industries de pointe, nous libérer du pétrole, établir des relations de nation à nation avec les Autochtones.
Défendre nos droits, notre langue, notre culture, nos façons de faire. Surveiller l'utilisation qui est faite de nos impôts à Ottawa. Barrer la route à Énergie Est. Et puis, on s'est tenu debout pour la pleine égalité entre les hommes et les femmes. C'est une valeur fondamentale, sacrée pour nous. Et il n'est pas question qu'on accepte que les femmes aient à s'effacer de l'espace public. Sur la question du niqab, par exemple, seul le Bloc québécois veut l'interdire au moment de voter et de donner ou recevoir des services publics. Les conservateurs de Stephen Harper font preuve d'hypocrisie en laissant croire aux Québécois qu'ils s'opposent au visage couvert. C'est de la fausse représentation. Ils ont eu 4 ans de gouvernement majoritaire et n'ont rien fait. Stephen Harper est d'accord avec le vote à visage couvert et ses ministres refusent d'interdire de donner ou de recevoir des services publics à visage couvert. Stephen Harper dit, lors de la sermentation, ça arrive une fois dans la vie, ça. Une fois. Toutes les autres fois, Harper est d'accord avec les libéraux et le NPD. Et eux sont clairs là-dessus. Et ils s'opposent tous aux Québécois. Tous aux Québécois. Évidemment, on comprend que beaucoup de candidats NPD du Québec sont mal à l'aise. Moi, je suis très à l'aise avec notre proposition. Très à l'aise, parce que je sais que la majorité des Québécois, la très grande majorité, 93 % des Québécois, unanimité de l'Assemblée nationale, hein? Québec solidaire, la CAQ, le PQ, les libéraux, la gauche, la droite, fédéralistes, souverainistes, tout le monde est d'accord là-dessus. Le maire de Québec, le maire de Montréal, le maire de Saguenay. Hein? Il faut se tenir debout sur cette question. Donc, ces candidats du NPD, on s'attendait à ce qu'ils portent les aspirations du Québec, mais c'est tout le contraire. Ils se font imposer la ligne par Toronto. Ils avalent la couleuvre. Et leur mission n'est pas de défendre les intérêts et les valeurs du Québec à Ottawa. Les candidats du NPD ont pour mission de défendre les intérêts du NPD au Québec. Très différent, ça. Et nous, c'est tout le contraire. Il y a seulement un parti qui défend réellement nos valeurs, nos aspirations. Et ce parti, c'est vous tous. C'est le Bloc québécois, mes amis. Pour ce qui est de nos intérêts, les 3 partis du Bloc canadien font front commun. Hier, on a vu le double discours de M. Molker, ce double discours qui était de retour. Thomas laissait entendre au Québec qu'il pourrait s'opposer à Énergie Est pour un temps, le temps d'une élection. Hein, Mais Tom était beaucoup plus clair au Canada. Pour lui, c'est un win-win-win. Quand il était parlé au Woodrow Wilson Institute à Washington, il a dit, c'est ma priorité, this is my priority. Hein? C'est ça qu'il a dit. Et on l'a sur cassette. Tom et Thomas se sont pas parlé. Hein? Tom et Thomas sont en contradiction, il y a un dédoublement de personnalité. J'étais à Hope, Espoir, mais c'est Hope en Gaspésie. Quelqu'un me disait, Monsieur Duceppe, avez-vous vu ce film, L'Exorciste? Je dis oui. Il dit, rappelez-y, vous devriez dire Tom sort de ce corps. Hein? Donc, je pense que les Québécois sont tannés de ces doubles discours. La vérité, c'est que le NPD s'est rangé du côté de Stephen Harper sur Énergie Est et de Justin Trudeau également. Les 3 veulent nous imposer cet oléoduc et transformer le Québec en autoroute d'exportation des sables bitumineux. Parce que ce pétrole, il n'est pas consommé au Québec, il n'est pas raffiné au Québec, il passe par le Québec. Et je comprends mal que M. Molker et M. Trudeau sont contre le Northern Gateway dans l'Ouest. Hein. Ils disent,
Ben, c'est dangereux pour l'environnement, ils ont raison. Ils disent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, ils ont raison. Les Premières Nations n'ont pas été consultées, ils ont raison, puis c'est pas rentable. Ils ont raison. Mais NRJS, là, c'est dangereux pour l'environnement. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Les Premières Nations n'ont pas été consultées. C'est pas rentable non plus. Et un déversement dans la rivière des Outaouais, ça voudrait dire que l'eau de Montréal sera contaminée, ça coûte des milliards, ça. Mais ils sont pour. Comment comprendre ça? Mais ça se comprend, ça. Ils veulent pas perdre de vote dans l'Ouest. Ils veulent pas perdre de vote dans l'Est. Ils veulent pas perdre de vote en Ontario. C'est ça, la réalité. Nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on n'a pas ce problème-là. On ne parle que pour les Québécois, que pour les Québécoises, que pour les intérêts, que pour les valeurs du Québec, essentiellement. Ces gens-là voudraient que le Québec prenne tous les risques sans aucun bénéfice. Ben, c'est non. Et c'est pas Calgary, avec l'Office national d'énergie contrôlé par les pétrolières, qui va décider ce qui passe au Québec. C'est pas Ottawa qui va décider. C'est pas Bay Street qui doit décider. On doit décider nous-mêmes, par notre Assemblée nationale, ce qui passe sur notre territoire. Ça doit se décider par nous et pour nous, mes amis. Il y a également des négociations fort importantes actuellement qui se déroulent à Atlanta sur le partenariat transpacifique et c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos agriculteurs. J'ai parlé à Marcel Groslot hier à 2 occasions, il est là-bas. Et je comprends pas, moi, que la gestion de l'offre soit sur la table alors que les riches subventions accordées par Washington aux agriculteurs américains et par Tokyo aux agriculteurs japonais ne soient pas sur la table. J'ai négocié longtemps, moi, avant de venir en politique, là. Et quand tu négocies, tu mets tout sur la table ou tu mets rien sur la table. Pourquoi la gestion de l'offre est là et pourquoi les subventions, qui coûtent beaucoup plus cher aux contribuables américains que ce que ça nous coûte, la gestion de l'offre. Pourquoi c'est pas sur la table, ça? Et Harper, encore une fois, semble décider à les sacrifier. Parce que vous avez vu hier, il n'a pas répondu. Hein? Et les autres, quand on leur demande, allez-vous ratifier, êtes-vous d'accord pour voter contre? Parce qu'il y aura une loi de mise en œuvre. Hein? À Ottawa, il y a une loi de mise en œuvre après ça. Et moi, je me suis engagé à voter contre, très clairement, très clairement. Et eux hésitent parce qu'il y a des votes dans l'Ouest, hein? C'est ça la raison, on ne se comptera pas d'histoire. Il y a la culture également qui est en danger. Est-ce que cette entente protège l'exception culturelle? Ça, on l'a imposé dans l'entente avec le libre-échange avec les États-Unis. Et puis dans l'ALENA avec les États-Unis et le Mexique. Et puis, c'est présent également dans l'entente avec l'Union européenne. Là, on ne le sait pas. J'ai demandé à M. Harper hier, on protège toujours tout. C'est pas sécurisant trop, ça. C'est pas sécurisant. Le numéro de l'article, il ne sait pas trop non plus. Dangereux pour notre culture, parce que les Américains étaient contre l'exemption culturelle et l'exception culturelle telle que négociée à l'UNESCO. Or, l'agriculture, c'est bien sûr la nourriture du corps, mais la culture, c'est la nourriture de l'âme. Ce pas des marchandises comme les autres, ça. On ne peut pas sacrifier. C'est 2 bases solides de ce que l'on est. Moi, je peux vous garantir une chose. On va se battre jusqu'au bout pour nos agriculteurs et pour tous les artisans de la culture. Parce que c'est la voix d'un peuple, la culture aussi. Hier soir, ils ont enfin dit la vérité. Ils ont dit la vérité une fois hier soir. Ils ont tous avoué qu'ils pigeaient dans la caisse d'assurance-emploi. Mais ils s'excusaient tous avec de mauvaises raisons. Moi, je me souviens qu'on a fait des conférences de presse dans le temps parce que les libéraux avaient ni plus ni moins détourné des détournements de fonds de 57 milliards de la caisse d'assurance-emploi. C'est le Bloc qui avait dénoncé ça. On les a dénoncés sérieusement. Et là, ils ont dû se repentir. Il y a eu une décision unanime du Comité des ressources humaines
où tous se sont engagés. Jamais plus on va toucher à la caisse d'assurance-emploi. Et là, M. Harper a dit, yeah, ben, il fallait y toucher parce que ça coûtait 1 milliard de plus l'an passé, donc on le reprend cette année. Quand tu dois 57 milliards déjà, tu es pas mal effronté de vouloir prendre le milliard que tu as remis. Normalement, on devrait dire qu'il en reste 56 à rembourser. Pas qu'on vient en chercher un autre, hein? Pas qu'on vient en chercher un autre. Alors, M. Trudeau, lui, il nous a dit, ben, écoutez, c'est de l'histoire ancienne. Mais il devrait se rappeler qu'il se promène avec 2 anciens à travers le Canada, Jean Chrétien puis Paul Martin, puis c'est eux qui ont détourné les fonds. Hein? Qui leur en parlent. Et quant à M. Molker, il a dit on n'a pas le choix. Pourtant, Jack Layton s'est engagé en 2005. J'étais à ses côtés, moi, là. Hein? J'étais là, moi. J'étais là à côté de Jack Layton, là. Il s'est engagé fermement. Jamais plus, jamais plus. Et Jack, c'était Jack au Québec et Jack là-bas. C'était pas Jacques ici puis Jack là-bas. Hein? Ah, monsieur Molker, Tom et Thomas ont renié la parole de Jack Layton hier. C'est ça qu'ils ont fait tous les deux. L'autre soir, M. Harper, dans le premier débat surtout, hier, il hésitait un peu plus à en parler, a dit que la souveraineté, que notre projet était pas assez date. Moi, je trouve que c'est une drôle de logique qui ferait que la souveraineté, ça serait une chose tout à fait extraordinaire pour le Canada, pour toutes les nations, sauf le Québec. Ça serait une plaie d'Égypte pour le Québec que la souveraineté. Moi, je vais vous dire ce qui est pas assez date. Ce qui est passé date, c'est la politique des conservateurs. Ça, c'est passé date. Clairement passé date. Ce qui est passé date, c'est la politique économique du tout au pétrole. Cet amour également immodéré pour la monarchie. Ça, c'est passé date. Ça, c'est passé date. Vous savez, le Sénat puis la monarchie, là, qui est ni plus ni moins que la loterie génétique, là, on se débarrasserait de ça si on était un pays. Ça n'existerait pas, on n'aurait plus ça, nous. Ça serait réglé. Comme le niqab, ça serait réglé. On n'en parlerait plus. Ça fait longtemps que ça serait réglé. Si le Québec était un pays, on n'aurait pas à construire des milliards, à payer des milliards pour construire des bateaux en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique. Et quand ils ont fait ça, le NPD a déclaré « Great Day for Canada ». Et les députés nouvellement élus du NPD à Québec, à l'époque, ça s'est passé en 2012, de mémoire, ont innové. Vraiment, ils ont fait une première en politique parce qu'il n'y avait rien à dire. Alors moi, j'ai vu ça, des députés qui arrivent, qui n'ont rien à dire. Seulement, ils se faufilent le long des murs, ils choisissent les couloirs où il n'y a pas de journalistes. Eux, ils ont fait de la politique différemment. Ils ont pris la peine de publier un communiqué de presse disant « Veuillez savoir que nous n'avons aucun commentaire ». Moi, c'est la première fois que je voyais du monde dire, vous savez, on n'a rien à dire. Vous nous avez élus, mais on n'a rien à dire. On n'a rien à dire, on n'a rien à dire, on n'a rien à dire. Ça s'appelle défendre les intérêts du Québec. Et je vais vous dire, quand le Québec sera un pays, on va être du côté de ceux qui luttent contre les changements climatiques également. Pas du côté des créationnistes. Vous savez, m'est arrivé une fois, le ministre de la Science et de la Technologie à Ottawa, c'était un M. Goodyear qu'il s'appelait. Et c'est un créationniste. Ministre de la Science et Technologie, hein? Et je lui posais une question un jour, puis je lui ai dit, M. Goodyear, pas M. Goodyear, mais on n'a pas le droit de donner les noms en chambre. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, vous croyez fermement que les hommes et les femmes ont vécu en même temps que les dinosaures? Et plus je vous regarde, des doutes m'envahissent. Je suis pas sûr, c'est pas vrai. Mais c'était le ministre de la Science et Technologie, ce gars-là. C'est pas à peu près. Hein? On demande aux scientifiques de ne plus parler, on a enlevé le recensement. Ça, c'est des passés dates. Ça, c'est passé date. Le créationnisme, c'est passé date. Là. C'est passé date. Il y a eu un certain Darwin qui est venu il y a longtemps, par ça. C'est passé date. Le créationnisme, c'est comme M. Harper, d'ailleurs. Quand le Québec serait un pays, mes amis, l'Arabie saoudite, ça ne serait pas notre allié à nous. Non, ça ne serait pas notre allié. Et quand je leur ai demandé, allez-vous mettre fin à ce contrat, on vend pour 14 milliards d'armements à l'Arabie saoudite. Hein, c'est ce pays qui flagelle des gens, qui en décapite d'autres, où les femmes ne peuvent avoir de droit, doivent sortir voilées. C'est ce pays qui répand ce fanatisme islamiste
qu'il ne faut pas confondre avec les musulmans, parce que les musulmans sont les premières victimes de ces fanatiques. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Alors, M. Harper nous a dit, non, c'est un contrat. Bien sûr, c'est des votes en Ontario. Et M. Mulcair et Trudeau, je les ai mis au défi. Ils ont dit, non, un contrat, c'est un contrat. Un contrat, c'est signé. Mais il y a des gens de conviction qui n'ont pas nécessairement écrit des livres en disant « Je suis un homme de conviction », mais qui, dans le passé, comme René Lévesque, qui a interdit la vente de vin venant d'Afrique du Sud, à la SAQ, même s'il y avait un contrat. Comme Robert Bourassa, qui a modifié la loi des cités et villes, afin de permettre à Jean Doré qui a enlevé les contrats avec ceux qui étaient en Afrique du Sud, et Mandela l'a reconnu. Eux, on dit, on se tient debout, on a des convictions. Hein? Et comme Brian Mulroney, qui s'est tenu debout, qui était le leader à travers le monde pour dénoncer l'apartheid, contre une certaine Margaret Thatcher, qui en inspire d'autres. Hein? Très de gauche, Margaret. Très de gauche. Or donc, l'Arabie saoudite ne serait pas notre allié. Quand le Québec sera un pays, on ne se fera pas imposer d'oléoduc. Et si le Québec avait été un pays depuis quelques années, on n'aurait jamais eu Stephen Harper comme premier ministre. Alors, c'est une maudite bonne raison de faire la souveraineté. Ce qui est passé date, mes amis, c'est le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Dans cette campagne, le NPD a tout misé sur l'argument du vote stratégique sans rien offrir au Québec. Moi, je pense que la meilleure stratégie, c'est de rester fidèle à nos convictions. Vous savez, j'ai joué longtemps au football, moi, puis je suis pour le vote stratégique, je vous le dis d'ailleurs. J'ai joué longtemps au football et je sais qu'il vaut mieux remettre le ballon à un gars de notre équipe qui s'en va par là que le donner à un gars de l'équipe défensive qui s'en va par là. Hein? Parce que quand tu vas aller par là, c'est pas une bonne idée de donner le ballon au gars qui s'en va par là. Hein? C'est ça, la stratégie, c'est aussi simple que ça. Quand on est souverainiste, là, bien, le vote stratégique, c'est de voter pour des souverainistes. C'est ça, le vote stratégique. Nous n'avons qu'un seul discours pour nous, et c'est le Québec d'abord, le Québec tout le temps. Et la vraie question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui est le mieux placé pour nous représenter à Ottawa. Et il y a seulement un parti qui défend réellement nos intérêts, nos valeurs, qui nous sommes et qui nous voulons être. Et comme on le sait, le prochain gouvernement risque fort d'être minoritaire. Et le Québec peut et doit en profiter. En votant pour le Bloc, on peut donner la balance du pouvoir au Québec et faire des gains. Dans tous les cas, on ne se trompe jamais en votant pour des hommes et des femmes qui pensent comme nous et qui voudraient voter comme nous et parler comme nous dans ce Parlement. C'est ça qu'on offre aux Québécois. On a tout à gagner en votant avec notre tête et notre cœur, selon nos convictions, en fonction de nos intérêts. Et les Québécois et les Québécoises ont tout à gagner à voter pour le Bloc québécois. Nous avons commencé cette campagne avec un vent de face. Mais le vent a tourné et le vent continue de tourner. Nous avons maintenant le vent dans le dos. Et ce n'est pas le moment de ralentir notre course. Au contraire, nous devrons redoubler d'ardeur. Il nous reste 15 jours. Pour convaincre les Québécois et les Québécoises. Moi, je ferai le tour du Québec 2 fois durant ces 15 jours. Je vais aller dans tous les coins du Québec. Je vous demande de travailler de toutes vos forces. Et moi, je vous dis, vous pouvez compter sur tous nos candidats et nos candidates. Vous pouvez compter sur moi. Et puis moi, je compte sur vous. Merci.